continuer le cours. Je pense que la dernière fois, on s'était arrêté à ce niveau. Pour parler un peu du point de départ de la constitution de ce qu'on appelle les combustibles fossiles. Alors, pour rappel, les combustibles fossiles, ce ne sont rien d'autre que des roches carbonées. Alors, quand on dit roches carbonées, il ne faut pas confondre ça avec ce qu'on appelle les roches carbonatées. On est tous d'accord. Roches carbonatées avec ses minéraux, calcite, aragonite, dolomite, etc. Et là, quand on parle de roches carbonées, ça veut dire que l'élément le plus important dans ces roches-là est le carbone. Donc, par définition, combustibles fossiles, ce sont des roches carbonées dont leur exploitation, n'est-ce pas, permet de produire de l'énergie. Alors, on peut distinguer principalement deux groupes de ces combustibles fossiles. Les combustibles fossiles à l'état solide. Ah, excusez-moi, finalement ils ont trouvé la commande. Voilà, merci. Donc, vous avez les combustibles fossiles à l'état solide et les combustibles fossiles à l'état fluide. Alors, à l'état fluide, c'est ce qu'on va appeler comme étant les gaz, les pétroles du moins et les gaz. Alors, la dernière fois, on était parti de ça, le CO2, en disant que l'origine principale du CO2, avant même que la vie n'apparaisse sur Terre, ce sont les manifestations magmatiques, notamment les éruptions volcaniques qui ont enrichi l'atmosphère par du gaz CO2. D'accord? Ensuite, avec l'apparition de la vie sur Terre, notamment les végétaux, que ce soit les végétaux de rang inférieur comme les végétaux de rang supérieur, n'est-ce pas? Ces végétaux vont utiliser à la fois le CO2, la matière minérale contenue dans les roches, dans le sol, matière minérale contenue dans le sol, donc CO2 atmosphérique, matière minérale contenue dans le sous-sol, plus l'énergie solaire, l'énergie lumineuse, cet ensemble va être transformé, n'est-ce pas, pour produire quoi? Le CO2 plus la matière minérale, en plus de l'énergie solaire, l'ensemble va être transformé pour produire de la matière organique. D'accord? Donc c'est comme si il s'agit tout simplement d'une assimilation et d'une entrée de la matière minérale dans la biosphère. Assimilation de la matière minérale avec de l'énergie solaire, assimilation de cet ensemble-là et leur entrée dans la biosphère. Alors, cette entrée dans la biosphère va se faire sous forme de ce qu'on appelle des molécules organiques, glucides, lipides, protéines. D'accord? Que eux-mêmes sont constitués principalement de 4 éléments chimiques. Ces 4 éléments chimiques, c'est quoi? Le carbone, l'hydrogène, l'oxygène et l'azote, principalement. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a que ces 4-là, principalement. Comme quand on vous dit les minéraux silicatés, vous allez dire que les éléments les plus importants dans ces minéraux silicatés-là, c'est le silicium et l'oxygène. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a que ça. D'accord? Alors ensuite, qu'est-ce qui se passe? Vous avez cette végétation de rang inférieur comme de rang supérieur qui va se développer après leur disparition. Ces restes-là peuvent se fossiliser dans les sédiments. D'accord? Alors, plus la fossilisation devient de plus en plus importante, ou bien l'enfouissement devient de plus en plus important, il y a l'action de la pression, il y a l'action de la température. Surtout pour ce qui concerne la température, qui va entraîner progressivement une carbonisation. Alors, la carbonisation, par définition, c'est lorsque une matière organique est en train de perdre tous les autres éléments chimiques, sauf le carbone. Donc c'est comme s'il y a un enrichissement en carbone, départ des autres substances, mais il reste principalement que le carbone. Donc ça se fait sous l'action de la température. Quand vous prenez un morceau de tige, vous brûlez ça, ça finit par se carboniser parce que vous avez fait partie toutes les
les autres molécules, tous les autres éléments, sauf le carbone qui devient tout noir et qui donne pratiquement du charbon de bois. Alors donc, avec l'enfouissement, ce processus dont j'ai parlé tout à l'heure, assimilation de la matière minérale en présence de l'énergie lumineuse et du CO2, le processus de transformation qu'on appelle encore la photosynthèse, va schématiquement convertir en réalité l'énergie lumineuse en énergie chimique sous ses formes moléculaires. D'accord? Et c'est cette énergie chimique-là qui se retrouve dans la matière organique. Quand cette matière organique se fossilise, vous avez de l'énergie fossilisée. Et quand vous exploitez cette matière organique-là, c'est-à-dire ces combustibles fossiles, quand vous les exploitez, vous les brûlez par combustion, c'est comme si vous êtes en train de restituer, vous allez restituer d'abord du CO2 dans l'atmosphère, mais en même temps, vous allez produire de l'énergie sous la forme électrique. C'était de l'énergie lumineuse convertie en énergie chimique. Cette fois-ci, vous exploitez ces combustibles-là, ces dépôts fossilisés, pour restituer cette énergie-là, mais sous la forme électrique. Et ce qui vous permet d'assurer le fonctionnement des véhicules, l'électricité pour les éclairages, d'accord, pour la cuisson, la cuisine, etc. Voilà, d'accord. Donc, schématiquement, on va retenir que l'énergie qu'on cherche dans les combustibles fossiles, c'est comme si, en réalité, c'est de l'énergie lumineuse qui a été convertie sous la forme chimique avec cette forme-là qu'on appelle les glucides, les lipides et les protéines, dans lesquels vous trouvez principalement ces 4 éléments chimiques dont on en parle. Alors donc, dans le domaine de l'énergie, de la biomasse est la matière organique d'origine végétale, animale, bactérienne et fongique, d'accord, utilisable comme source d'énergie. Alors, on va essayer de montrer par rapport à ce qui va suivre, depuis la décomposition de la matière organique jusqu'à la constitution de ces combustibles fossiles. Alors, retenez que par définition, ce qu'on appelle kérogène, à ne pas confondre avec kérosène. Je répète que kérosène, c'est un carburant utilisé pour faire fonctionner, voilà, les moteurs, les réacteurs des avions. Mais quand on dit kérogène, ça c'est un état intermédiaire entre matière organique fraîche, si vous voulez, et les combustibles fossiles. D'accord? Donc quand vous avez la matière organique, les restes des végétaux qui commencent déjà à être biodégradés à une certaine profondeur, sous l'effet d'une certaine température et de pression, d'accord, on peut parler déjà de la constitution de la formation du kérogène. Donc plus cette biogradation se poursuit en profondeur, on tend vers plusieurs catégories de kérogène. Ce qu'on va appeler par exemple, quand il s'agit de combustibles solides, on va les appeler les lignites, la houille et l'anthracite. D'accord? Et quand ça se poursuit, on peut carrément obtenir des fluides comme le pétrole et les gaz. Donc, si on s'intéresse à cet état intermédiaire entre la biomasse et les combustibles fossiles, on vous dit ici que ce kérogène, à l'échelle de la planète, représente une masse de 10 millions de gigatonnes, 10 millions de milliards de gigatonnes. Alors schématiquement, ouais, ce que représente le kérogène par rapport à la biomasse. Ça c'est la biomasse. Maintenant, si on prend toute la Terre dans son ensemble, en plus de la biomasse, il y a autre chose, la matière minérale, les roches, etc. Vous voyez que la part du kérogène est relativement très faible. Et que dans cette part du, comment on appelle ça, du kérogène, vous avez encore des parties très fines qui vont donner le pétrole ou bien les gaz. Ce qui fait que par rapport à ces 10 millions de gigatonnes, vous avez seulement 0,1% de ce kérogène-là qui va donner le charbon. On verra tout à l'heure que le charbon, c'est plusieurs types, n'est-ce pas, de kérogène, avec des évolutions différentes. Alors que pour ce qui concerne les gaz et les pétroles, vous avez 0,003% du kérogène pour chacun de ces éléments. Ce qui veut dire que
si vous prenez la Terre dans son ensemble, ce que représentent les charbons, ce que représentent les pétroles et les gaz, c'est des choses qui sont relativement très faibles en quantité. Si on vous dit encore que c'est des substances qui sont épuisables, vous voyez qu'il y a lieu quand même de savoir les exploiter. Alors, là, on va essayer de s'attarder à ce niveau-là. Parce que le reste, si vous avez compris à ce niveau, le reste, ça peut aller très vite. Alors, très schématiquement, regardons ici la composition de la matière organique avec ces éléments chimiques qu'on a déjà cités, le carbone, l'hydrogène, l'azote et l'oxygène, qui sont les constituants principaux de tout composé organique. Matière organique comme matière végétale comme matière animale. Alors, schématiquement, si vous regardez dans l'ordre croissant, ce qui est le plus représentatif ici, par rapport à ces 4 éléments chimiques, le plus représentatif ici, ce sont les carbones, schématisés en noir, suivis des hydrogènes, suivis de l'oxygène et de l'azote. Donc l'oxygène et l'azote sont moins importants dans la matière organique que le carbone et l'hydrogène. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer quand cette matière organique qui a été constituée à partir de photosynthèse, quand cette matière organique va disparaître, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez deux contextes. Soit cette matière organique peut se déposer dans un bassin sédimentaire, et le plus grand bassin de sédimentation, c'est le milieu marin. Comme également, ça peut se faire carrément en milieu continental. La disparition de forêts, la disparition de milieux marécageux, ou bien la disparition, n'est-ce pas, des mangroves extra. C'est-à-dire là où vous avez une couverture végétale qui est très importante, en milieu continental. Alors, quand il s'agit d'un milieu marin, ouais, avec les apports de restes de matière organique, comme les éléments détritiques, de la même manière que vous avez les éléments détritiques qui sont apportés par les eaux de ruissellement, les fleuves, les cours d'eau de façon générale, de la même manière également, vous avez de la matière organique qui est apportée, des restes de végétaux, des restes de tiges, etc., de feuilles, etc., qui sont drainés de la même manière que la matière détritique, c'est-à-dire les sédiments détritiques solides. Donc vous avez un mélange et le dépôt va se faire au niveau de la plateforme. Je le répète encore que dans un milieu marin, la plus grande zone de sédimentation, c'est la zone de plateforme, c'est-à-dire le plateau continental, qui peut aller jusqu'à 200 mètres de profondeur, entre le plateau, le talus et le glacier. C'est la zone où la sédimentation est plus importante. Donc avec ces apports terrigènes, ça veut dire tirés de la terre, apportés par les eaux de ruissellement, vous avez accumulation à la fois de matière organique et de matière détritique. Sans compter également, comme on l'a vu la dernière fois, avec la formation des phosphates, le zooplancton ou bien le phytoplancton qui après leur disparition vont se sédimenter et constituer également des véritables boues carbonatés ou bien de véritables boues phosphatées, etc. C'est également de la matière organique. D'accord? Alors, du côté du continent, je l'ai dit, s'il y a disparition par exemple d'une forêt, avec plusieurs raisons, hein. L'une des raisons, c'est quoi? De la disparition d'une eau, c'est voilà, une aridification. Mais également, ça peut être d'ordre eustatique. Quand vous avez une transgression qui a tendance à envahir un milieu continental qui était déjà végétalisé, c'est qui est sûr que cette végétation va disparaître. Ça peut être également d'origine tectonique, etc. D'accord? Mais quand il y a disparition d'une végétation en milieu continental, progressivement, même s'il n'y a pas envahissement par rapport à ce milieu-là, le milieu marin ou qui est sédimentation marine, ces restes de végétaux peuvent être rapidement ensevelis. Vous imaginez si cet ensevelissement dure plusieurs millions d'années, ou bien plusieurs milliers d'années dans le temps. Finalement, on peut se retrouver avec cette matière organique-là en profondeur, qui peut aller jusqu'à 100 mètres de profondeur ou plus. Tout le monde a déjà suivi dans le passé des films documentaires où on voit
de véritables cités égyptiennes englouties, envahies par des sables, jusqu'à une épaisseur qui peut passer par exemple 50 mètres. Et c'est à travers des fouilles archéologiques qu'on voit que dans le sous-sol, on avait des cités, on avait des logements, etc. Vous voyez, ça c'est à une date plus récente. Imaginez maintenant, à l'échelle des temps géologiques, que vous ayez une disparition d'une forêt et que cette forêt soit progressivement ensevelie. Ça veut dire que cette matière organique finalement va se retrouver à des profondeurs où la température commence à agir et la pression. Et là où la température agit, là où la pression agit, forcément il va y avoir une transformation. Donc, dans le cas, par exemple ici, de la matière organique, que ce soit du côté marais ou bien du côté continent, quand cette matière organique se retrouve enfouie à une certaine profondeur, à des températures élevées, à des pressions relativement élevées, ce qui va se passer, c'est que certains éléments chimiques vont commencer à disparaître. Et parmi ces éléments qui vont disparaître, c'est l'oxygène et l'azote. D'accord? L'oxygène et l'azote. D'ailleurs, quand cette matière organique reste toujours à la surface, l'oxygène va attaquer cette matière organique, n'est-ce pas, pour faire disparaître, par exemple, le carbone, si vous laissez la matière organique à la surface. C'est pourquoi on dit qu'en paléontologie, pour qu'il y ait fossilisation, il faut qu'il y ait rapidement un ensevelissement, un enfouissement. Mais si cette matière organique reste à la surface, l'oxygène attaque le CO2 et tout va disparaître sous forme de CO2. L'oxygène et le carbone vont disparaître. Mais quand il y a rapidement ensevelissement, le carbone va être protégé, mais par contre, l'oxygène et l'azote vont disparaître. Par quoi? Surtout sous l'action de ce qu'on appelle les décomposeurs en milieu souterrain. Et parmi ces décomposeurs-là, vous avez des bactéries qui vont, à partir de cette matière organique qui est ensevelie, ces bactéries vont utiliser pour leur survie l'oxygène et l'azote. Ils n'ont pas besoin de l'hydrogène et du carbone. Donc ce sont ces décomposeurs-là en réalité qui vont être responsables de ce qu'on appelle la dégradation biochimique de la matière organique en profondeur. D'accord? Et plus l'enfouissement se poursuit, vous allez avoir manque d'oxygène, manque d'azote, parfois même manque d'hydrogène. D'accord? Alors si l'oxygène n'est plus là, l'azote n'est plus là, ouais, vous voyez cette structure cristalline, ça vous rappelle un peu en L1 la structure cristalline des silicates. En fonction des modes d'agencement ou bien des modes d'organisation du silicium et de l'oxygène, on se retrouve avec plusieurs types de familles de minéraux silicatés. Les nososilicates, les phyllosilicates, etc. Qui vont donner plusieurs types également de minéraux. Alors, toujours par rapport à un rappel avec le SiO2, ce réseau cristallin, quand les éléments chimiques ne sont pas bien organisés dans l'espace, on parle de l'état solide, mais en état solide qui est, quand les atomes sont bien organisés dans l'espace, dans le cadre de la matière minérale, dans le cadre d'un solide, quand les éléments chimiques sont bien organisés, on parle d'un état solide qui est cristallin. Mais quand les éléments ne sont pas bien organisés, les éléments sont bien soudés, vous avez des liaisons très rigides, mais les éléments ne sont pas bien organisés dans l'espace, on parle d'un état solide mais qui est amorphe. D'accord? Alors qu'est-ce qui différencie un état solide d'un état fluide, liquide comme gaz? Comment on peut passer de l'état solide, amorphe comme cristallin, à un état fluide? Oui, donc ça veut dire que vous avez une rupture des liaisons. Ces liaisons rigides qui justifiaient l'état solide vont commencer à être rompues sous l'action surtout de la chaleur. D'accord? Alors quand vous avez cette alternance de rupture des liaisons et puis de nouvelles liaisons, rupture liaison, on est dans un état liquide. Mais quand il y a rupture et départ, échappement de certains éléments chimiques, on est dans un état gaz. C'est la même chose qui va se passer. Donc quand, en fonction de la profondeur, vous avez le départ, n'est-ce pas, de certains éléments chimiques, il y a des ruptures
et vous allez avoir une réorganisation de ces deux atomes-là, carbone-hydrogène. Réorganisation de ces deux atomes-là pour donner surtout ce qu'on appelle les hydrocarbures. Étymologiquement, H, hydrogène, C, carbone, ce sont ces deux constituants-là. Quand ils font la majeure partie d'un corps d'une substance, on parle tout simplement de hydrocarbures. Hydrocarbures, c'est un composé où vous avez essentiellement ces deux éléments-là, hydrogène et carbone. Donc vous allez avoir une réorganisation de ces éléments-là et en fonction de leur agencement, en fonction de leur orientation, on tend vers plusieurs types d'hydrocarbures. D'accord? On va voir le cas des hydrocarbures stables, hydrocarbures instables ou bien saturés, insaturés. On va voir également le cas des hydrocarbures à l'état gazeux, surtout avec ces deux constituants-là, où vous allez avoir différents types de gaz, méthane, éthane, propane, butane, etc. Si vous vous rappelez de leur formule. D'accord? Alors, si ces gaz également dans un complexe plus, dans une relation plus compliquée avec d'autres substances chimiques, on se retrouve en état liquide, on n'est plus dans les gaz, mais on est dans les pétroles. On va voir qu'en réalité, le pétrole, ce sont des hydrocarbures, un complexe d'hydrocarbures avec d'autres substances. Donc, bref, retenez tout simplement que les combustibles fossiles, c'est de la matière organique dans laquelle vous avez ces trois éléments-là associés dans un réseau bien déterminé. Et que plus on va en profondeur, plus vous avez le départ de l'oxygène et de l'azote. Et il ne reste pratiquement que carbone et hydrogène. D'accord? Donc, en fonction de la complexité de l'organisation de ces deux éléments-là par rapport à d'autres substances, on tend vers les pétroles et les gaz. Alors, ça aussi, ça résume un peu ce que je viens de dire. Alors, si vous regardez ici, vous choisissez cette partie-là comme étant le milieu continental, et là c'est le milieu marin. Ce qui veut dire qu'il faut retenir que les combustibles fossiles se mettent en place dans deux contextes différents, contexte continental et contexte marin. Dans le contexte continental, on a affaire surtout à des végétaux de rang supérieur. Alors que dans le contexte marin, on a affaire surtout à des végétaux de rang inférieur, ou tout simplement le phytoplancton, mais surtout également le zooplancton. D'accord? Alors, dans le cas des végétaux supérieurs, vous avez par exemple un pays côtier qui est là, dans lequel vous avez eu dans le passé le développement très important d'une forêt luxuriante, d'une zone marécageuse, ou bien en tout cas une terre bien végétalisée. Alors j'ai dit tout à l'heure qu'il peut y avoir apport éolien, ensevelissement, mais également cette forêt peut disparaître suite à une transgression. On peut avoir plusieurs phases de transgression qui se suivent, et que chaque phase de régression, si ça dure dans le temps, ça peut encore laisser apparaître une nouvelle forêt. Cette forêt peut disparaître, transgression, disparition, puis retrait, avec le temps, création encore d'une nouvelle forêt dense. Et finalement, on se retrouve avec cette structure que vous avez déjà vue au premier semestre, en pratique. Ça vous rappelle quoi? Un dépôt dans lequel vous avez une répétition cyclique de couches organiques, de couches riches en dépôts de matière organique, alternant avec des couches pauvres en matière organique. Vous avez une disposition cyclique comme ça. Ah? Ça vous rappelle quoi? Le cyclotherme, ça vous dit rien? Le cyclotherme. Alors, donc, quand nous avons ici une terre végétalisée qui disparaît, avec le temps, cette partie organique va être ensevelie. Et comme je l'ai dit, il peut y avoir plusieurs
plusieurs phases dans lesquelles on peut avoir création, disparition de ces terres végétalisées, que ce soit des forêts, que ce soit des zones marécageuses, etc. Donc finalement, on se retrouve avec une structure comme ça, dans laquelle vous avez ce qu'on appelle des veines de charbon, et des niveaux non organiques. Ça peut être des grès, ça peut être des calcaires, etc. D'accord? Alors, vous voyez, si progressivement vous avez disparition, ensevelissement, vous voyez, une subsidence progressive de cette couche organique-là, mais si cette couche se retrouve à une certaine profondeur, hop, vous avez le début d'une carbonisation, début d'un départ d'oxygène, d'azote, et puis une réorganisation des éléments chimiques carbone, hydrogène, en des molécules particulières qui peuvent laisser apparaître des gaz, puis également des hydrocarbures comme le pétrole. Alors, maintenant, quand on est dans un milieu marin, là, on a dit, ce qui se développe surtout en milieu marin, c'est le zooplancton et le phytoplancton, avec surtout des micro-organismes. Même si c'est des micro-organismes, après leur disparition, vous imaginez avec le temps, à l'échelle géologique, ce que l'accumulation de ces restes organismes-là peut donner. D'accord. Là aussi, cette matière organique avec départ de l'oxygène, de l'azote suite à l'action des décomposeurs, on se retrouve essentiellement avec des hydrocarbures, hydrogène et carbone, qui vont être complexés par rapport à d'autres molécules, par rapport à d'autres éléments chimiques. Alors, on retient. Dans ces deux contextes de mise en place de combustibles fossiles, la matière organique avec comme origine les grands végétaux, quand il y a disparition, cette matière tend à donner surtout du charbon, c'est-à-dire du combustible fossile solide. Mais ce qui concerne les fluides, surtout les pétroles, c'est à partir surtout de la matière organique d'origine marine. Surtout à partir du plancton, du zooplancton et du phytoplancton, qui après disparition va donner des hydrocarbures. Alors cela ne veut pas dire que ce qui évolue ici, cette matière végétale constituée au départ de grands végétaux ne peut pas donner des hydrocarbures comme le pétrole. Si. Mais ce qui donne plus, ce sont ces dépôts de matière organique avec comme origine le milieu marin. Alors, donc, on a déjà défini le kérosène. On va également retenir comment ce kérosène-là va évoluer avec la profondeur. Donc, matière organique composée de carbone, d'hydrogène, d'oxyde et d'azote. Plus la profondeur devient de plus en plus importante, plus vous avez le départ de l'oxygène et d'azote. On passe à un stade intermédiaire qu'on appelle le kérosène, où vous vous retrouvez avec essentiellement du carbone, d'hydrogène, mais à l'état solide. D'accord? Alors, la progression se poursuit en profondeur. Vous allez avoir la décomposition qui va s'ensuivre, surtout sous l'action d'une forte température. C'est ce qu'on appelle la pyrolyse. Pyrolyse, ça veut dire décomposition d'un corps, notamment la matière organique, sous l'action principalement d'une haute température. D'accord? Alors cette décomposition va se poursuivre, ça va favoriser également le départ de l'oxygène et de l'azote, et on tend vers des substances surtout riches en carbone et hydrogène. D'accord? Alors, vous avez ici le pétrole et le gaz qu'on a cité, mais le kérosène peut également donner du charbon. Mais si on est dans le cas des fluides, ouais, ce que ça donne, après pyrolyse du kérosène, vous avez à une certaine profondeur la transformation de ce kérosène-là, de cette matière organique, en partie en pétrole, mais en partie également en gaz. Et le reste, c'est ce qu'on appelle des résidus de carbone. Un résidu qui n'est constitué essentiellement que de carbone, on l'appelle ça de l'anthracite. D'accord? Alors, vous voyez schématiquement que le pétrole, pour que le pétrole puisse se former à partir de la matière organique, il faut que cette matière organique ou bien le kérosène se retrouve à quelle profondeur? Hein? Il faut que cette matière se retrouve pratiquement entre 2000 et 3000 mètres de profondeur.
Alors cela ne veut pas dire que vous prenez la matière organique, vous creusez 2000, 3000 mètres, vous mettez ça là-dedans. Non, c'est une évolution qui est progressive. Parce que depuis 1000 mètres déjà, la transformation a débuté. Vous imaginez, entre 1000 et 2000 mètres, pour que cette matière soit, par subsidence, passe de 1000 mètres à 2000 mètres, mais il faut du temps géologique pour ça. Donc ça veut dire que cette distance-là, c'est également un long temps pour que cette matière organique puisse être transformée en pétrole, en partie, en gaz, en partie, et avec des résidus. Alors la question que je voudrais vous poser, à 2500 mètres de profondeur, pour un kérosène, pour une matière organique, quelle est la part de pourcentage des pétroles, quelle est la part de pourcentage des gaz? À 2500 mètres de profondeur. Alors là, je suis à 2500 mètres de profondeur, je fais une projection comme ça, hop, environ 40% de pétrole. Et quelle est la part des gaz? La part du gaz, c'est ça. Faites la projection, vous êtes entre 40 et 60. 20%. J'ai dit sur cette ligne-là, suivez. À 2500 mètres, vous êtes sur cette ligne, n'est-ce pas? De là à là, vous êtes à 40% de pétrole. Mais de là à là, ça c'est 20%. La différence entre 60 et 40. La différence entre 60 et 40, 20%. Donc vous avez 40% de pétrole, 20% de gaz, et le reste, c'est quoi? Ce sont des résidus. Donc ça c'est pour juste vous montrer que la profondeur, l'enfouissement, il est très important dans la transformation de la matière organique pour donner, n'est-ce pas, le pétrole et les gaz. D'accord? Mais il y a d'autres conditions qu'on va voir progressivement. D'accord? Et je l'ai dit aussi, le pétrole, c'est surtout sur une zone de plateforme. D'accord? Surtout en milieu pratique. Alors, maintenant, quand il s'agit de combustion, de combustible solide, les charbons, ouais, kérosène qui va donner le charbon désigne un ensemble de combustibles solides et fossiles de couleur noire, résultant de l'accumulation et de la transformation de matière végétale. Il suffit de quelques millions d'années pour que le kérosène se transforme partiellement sous l'effet de la chaleur en charbon, en pétrole, en gaz, etc. Alors, schématiquement, ce que vous avez ici, ce sont des combustibles solides qu'on appelle des charbons et qui se présentent sous ces quatre formes-là en fonction de la profondeur, en fonction du degré de maturation, degré de transformation de cette matière organique sous l'effet de la température. Avec bien sûr des parts, n'est-ce pas, de l'oxygène et de l'azote. Alors, regardons pour le cas de la tourbe. La tourbe, c'est vraiment le premier stade d'évolution de la matière organique pour tendre vers les charbons, pour tendre vers les combustibles fossiles. D'accord? Alors, à ce stade-là, on vous dit qu'on est encore à moins de 55% de carbone. C'est-à-dire qu'il y a encore vraiment une concentration relativement importante de carbone. Quand l'enfouissement se poursuit, on passe aux limites. Limite, qu'est-ce que vous notez ici? 55 à 75% de carbone. Cela ne veut pas dire qu'il y a eu un apport de carbone. Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu la disparition de quoi? D'oxygène et d'azote. Donc il y a eu un enrichissement lié au fait que vous avez d'autres éléments qui sont en train de partir. D'accord? Plus la profondeur devient de plus en plus importante, ouais, on passe au fluide qui présente un pourcentage de carbone 75 jusqu'à 90%. Le départ devient de plus en plus important en ce qui concerne l'oxygène et l'azote. Alors si ça dépasse, le taux de carbone dépasse maintenant les 90%, là vous êtes dans l'Antarctique. Donc pour ce qui concerne la transformation des végétaux supérieurs en milieu continental surtout.
on est dans ça. La transformation tour, lignite, pouille et anthracite. D'accord? Alors, schématiquement, c'est pour illustrer un peu les types de charbon. Tout ça, on les appelle des charbons. Surtout pour ces trois stades-là, lignite, pouille et anthracite. D'accord? Alors, pourquoi maintenant, c'est des éléments qui sont très importants sur le plan économique, parce que plus dans ton corps vous avez du carbone, plus ce corps peut servir dans la production d'énergie. Alors, très rapidement, pour ce qui concerne les tourbes, pour la description, on note que les tourbes constituent des roches biogènes formées d'agrégats de matériaux d'origine végétale, plus ou moins dégradés, accumulés à la surface du sol et dans le petit bassin appelé tourbière. Ceux qui habitent la zone de Kaolack, si vous quittez Kaolack, vous allez à l'intérieur du pays, dans la zone de Kaol, en sortant, vous verrez une grande étendue d'eau qui n'est pas très profonde. Et si vous creusez à 1 mètre seulement, vous allez rencontrer une vase noire dans laquelle vous avez beaucoup de restes de végétaux, des tiges, des feuilles extra, des racines extra. C'est ça qu'on appelle la tourbe. Et cette vaste étendue d'eau que vous voyez comme ça, peu profond, avec cette base noire, c'est ça qu'on appelle une tourbière. On en rencontre dans toutes les zones où vous avez de la mangrove. Si vous avez de la mangrove, ou si vous avez dans votre localité, quelque part vous avez cette base noire, mais dans laquelle vous voyez beaucoup de matière organique, de restes de tiges qui n'ont pas encore été complètement décomposés. Vous avez affaire à ce qu'on appelle une tourbe. Alors, cette tourbe peut renfermer une fraction également non biogène. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des débris de roche, des débris de bois, etc., d'origine terrigène. D'accord? Parce que à chaque fois que vous avez des dépôts de matière organique, cette matière organique va être mélangée à des apports détritiques d'origine éolienne comme d'origine aquatique. C'est-à-dire par rapport à cette fraction biogène, du sable, du site, des argiles, et même ça peut concerner des phytolithes. Les phytolithes, c'est quoi? Ce sont ces cristaux constitués par des organismes vivants. Si vous vous rappelez de ce qu'on appelle les diatomées, ou encore les radiolarites, ce sont des micro-organismes qui assimilent la silice pour fabriquer leur thé et leur coquille. Donc le reste de cette silice-là, en forme de cristaux qu'on appelle des phytolithes, qui peuvent donc se mélanger avec ces dépôts, ces restes de matière organique. Alors, trois conditions principalement pour la formation de la tourbe. Il faut qu'il y ait présence d'une forêt, d'une flore herbacée suffisamment touffue sur un sol perméable. L'autre condition, il faut l'existence d'un plan d'eau stagnant et permanent. Quand il y a un plan d'eau, vous avez une sorte d'asphyxie. Donc il n'y a plus d'aération, cette matière organique dans les conditions d'asphyxie commence à se décomposer. Et si vous avez des bactéries souterraines, vont commencer à utiliser tout ce qui est oxygène, tout ce qui est azote, et ne laisser que principalement le carbone et l'hydrogène. Alors l'autre condition, c'est qu'il y ait effectivement une remontée progressive d'un plan d'eau, de sorte à ennoyer cette matière organique qui s'est décomposée. Alors, schématiquement ici, ça donne l'exemple dans les mangroves. Quand vous avez une mangrove qui est régulièrement envahie lors des hautes mers, cette mangrove va finir tout simplement par disparaître. D'accord? Alors si l'envahissement, les hautes mers envahissent ces matières organiques-là, mais finalement cette matière organique peut être progressivement ensevelie par l'apport marin, l'apport sédimentaire marin. Et finalement on se retrouve progressivement avec cette matière organique-là ensevelie et qui va commencer progressivement une décomposition qui peut donner de la tourbe. Alors, sur le plan textural, on peut distinguer ces formes de tourbe-là, avec des macro-restes végétaux ou alors avec des micro-restes de végétaux. Dans les macro-restes, voilà les éléments qu'on peut trouver là-dedans, macro-débris, plus ou moins carbonatés, etc. Et dans les micro-restes, on peut trouver des spores pollen, des fragments de roches, des fragments de minéraux, des microfossiles, des restes de microfossiles comme les diatomées ou encore les phytolithes.
Alors, là, toujours dans la classification texturale, ça je vais en passer rapidement, on peut distinguer principalement 3 classes de tourbes. Sur le plan textural, vous avez ce qu'on appelle la tourbe blonde qui est riche en fibres, tourbe qui est riche en fibres de cellulose ou bien en fibres et en carbone. Donc texture qui est dit fibrique, faible densité pour cette matière organique qui est en phase de décomposition. Vous avez encore une forte teneur d'eau pour cette tourbe-là dite fibrique. Il y a encore une forte teneur d'eau parce que la tourbe se forme pratiquement à la superficie. D'accord? Vous avez également une faible teneur en cendres minérales. D'accord? Parce que tout simplement, le temps de constitution de cette tourbe-là ne dure pas pour l'instant. Alors, à l'opposé, vous avez également ce qu'on appelle les fibres, du moins les tourbes humides. D'accord? Ensemble de matières organiques issues de la décomposition des végétaux se trouvant dans la couche superficielle d'un sol. Le cas intermédiaire, c'est ce qu'on appelle les tourbes mésiques. Tourbe brune provient de la transformation du début des végétaux ligneux, des grands végétaux, donc, avec une composition de fibres mélangées à des éléments plus fins, donc provenant d'une dégradation plus poussée des végétaux lui donnant une texture mésique. Donc retenez que principalement, quand on parle de classification texturale pour les tourbes, vous avez les tourbes fibriques, les tourbes mésiques et les tourbes humides, avec bien sûr des cas intermédiaires en fonction du pourcentage des fibres contenues dans la matière végétale, mais également en fonction de ce qu'on appelle l'indice, n'est-ce pas, pyrophosphate. Alors, évolution diagénétique de la tourbe, comment la tourbe peut évoluer progressivement pour donner les autres composants de matière organique à l'état, du moins de combustible solide, combustible fossile à l'état solide. Alors, je regarde ici le pourcentage de la matière volatile. D'accord? Parce que quand vous prenez de la matière organique, vous brûlez, tout ce qui est volatile s'échappe. Il ne reste aussi que l'hydrogène et le carbone. Donc ici, vous avez le pourcentage, l'axe que vous avez cité, le pourcentage de la matière volatile. Et là, l'axe des abscisses, vous avez l'enrichissement en carbone. Alors, vous comprenez facilement que plus on perd quoi? De la matière volatile, plus l'enrichissement devient de plus en plus important. Ce qui fait qu'on peut passer progressivement des tourbes aux limites et progressivement à des anthracites. D'accord? Donc, cette évolution de la tourbe vers les anthracites peut être suivie par les géochimistes, par ce qu'on appelle les indices géochimiques. Ces indices géochimiques, c'est ce qu'on appelle ici le rapport hydrogène sur carbone ou encore indice aromatique. Le rapport oxygène sur carbone ou encore indice de maturité. On vient de dire que quand vous avez un enfouissement, vous avez principalement l'oxygène et l'azote qui partent. Mais plus l'enfouissement se déroule avec, comment on appelle ça, l'action de la température, l'hydrogène également peut finir par disparaître. Donc, si on est dans une condition d'enfouissement avec augmentation de la température, vous comprendrez facilement que la production de H2O va devenir de plus en plus importante. Parce que l'oxygène peut partir sous forme, l'oxygène comme l'hydrogène peut partir sous forme de H2O, mais également une partie du carbone ou bien une bonne partie de l'oxygène peut partir sous forme de gaz carboné avec l'enfouissement. Alors, conséquence de cet enfouissement sur ces deux indices-là, plus l'enfouissement se poursuit, l'indice de maturité, il fait comment? Diminue. Parce qu'on a beaucoup plus de carbone, mais on a une perte en oxygène. Si le numérateur diminue, le rapport va chuter. C'est la même chose, puisqu'il y a production de gaz. Parmi ces gaz, vous avez l'éthane, méthane, etc. Des gaz qui sont essentiellement constitués par ces deux éléments chimiques-là, carbone et hydrogène. Mais on a dit que plus la profondeur devient de plus en plus importante,
ce sont les hydrogènes qui commencent à partir. Donc si on fait le rapport hydrogène sur carbone, plus la profondeur devient de plus en plus importante, ce rapport également va chuter. Le numérateur diminue, le rapport également va diminuer. On est d'accord? Alors on retient tout ça parce que ça va revenir tout à l'heure sur votre diagramme. L'indice d'aromaticité et l'indice de maturité. Plus la profondeur devient de plus en plus importante, plus ces deux rapports-là chutent du fait qu'il y a progressivement manque d'hydrogène, manque d'oxygène. Alors, vous avez ce diagramme, dit diagramme de Hughes, qui met en rapport, d'accord, HC ici sur l'axe des ordonnées et OC, O sur C sur l'axe des axes. D'accord? On vous dit que ce diagramme indique les valeurs de ces indices sur différents produits obtenus. Différents produits obtenus. Obtenus comment? Par la transformation de la matière organique. Alors, on va essayer de voir. Je vous propose ce diagramme et je vous demande, je vous présente deux valeurs, deux indices. Je vous donne deux indices. Un indice d'aromaticité et un indice de maturité, deux valeurs. Et je vous demande qu'à partir d'une analyse géochimique, voilà les résultats donnant ces deux valeurs. Et je vous demande quel produit nous avons suite à une transformation de la matière organique. Quel produit nous avons? Quel type de charbon nous avons? Tout ça, ce sont des charbons. Vous voyez? La courbe, c'est un charbon de rang très inférieur. La limite, c'est un charbon. La houille, c'est un charbon. L'anthracite également, c'est un charbon. Donc, vous voyez, vous avez ici des valeurs. Donc, en fonction de ce que vous avez, vous faites une projection et puis ça vous donne une idée par rapport à la matière concernée. On est d'accord? Si je prends par exemple la valeur 1, pour ce qui concerne l'indice d'aromaticité, je fais la projection sur 1, vous voyez que je tombe sur le limite. On est d'accord? Si je vous donnais une valeur qui est beaucoup plus importante que ça, je vous donne 1,50, je tombe sur autre chose. Je tombe sur un type de charbon qui est différent de ça. Je tombe sur des charbons dits sapropélites. Sapropélitique. Je vous avais dit tout à l'heure que ces composés-là proviennent de quoi? De la transformation de la matière organique d'origine continentale et d'origine végétaux supérieure. Si vous avez par contre des végétaux de rang inférieur qui donnent du charbon des végétaux de rang inférieur, surtout pour ce qui concerne les algues, les micro-algues, ce charbon s'appelle charbon sapropélitique. Voilà. Donc, pour les autres types de charbon, en fonction des indices que vous avez ces quatre formes-là. D'accord? Donc, plus les indices deviennent de plus en plus faibles, regardez, les valeurs évoluent comme ça. Pour l'indice d'aromaticité, les valeurs évoluent comme ça. L'indice de maturité, les valeurs évoluent comme ça. Donc, si on a des valeurs qui sont relativement faibles, aussi bien pour l'indice d'aromaticité que pour l'indice de maturité, on a affaire à quel genre de produit? À l'anthracite. Donc, c'est avec l'anthracite que vous avez les indices les plus faibles. Et quand l'indice est faible, ça veut dire que vous avez départ de l'oxygène, départ de l'hydrogène, et qu'il ne reste pratiquement que du carbone. On est d'accord? Alors, rapidement, pour ce qui concerne les trois autres là, il n'y a que les définitions et les caractéristiques qui suivent. D'accord? Pour ce qui concerne le lignite, on vous dit que le lignite, c'est le résultat de la fossilisation de substances ligneuses, de matières ligneuses, c'est-à-dire du bois, ou de la maturation de la tourbe. Du fait du gradient géothermique, plus vous allez en profondeur dans le sous-sol, plus la température augmente, donc le gradient géothermique, on passe à différents stades successifs et continus pour le lignite, qui peut évoluer jusqu'à 136. Donc, présent dans les couches sédimentaires récents, je veux dire que le lignite est surtout présent dans les couches sédimentaires qui sont beaucoup plus récentes que les dépôts du précambrien. Il n'y a que les définitions et les caractéristiques qui suivent. D'accord? Pour ce qui concerne le lignite, on vous dit que le lignite, c'est
le résultat de la fossilisation de substances ligneuses, de matières ligneuses, c'est-à-dire du bois, ou de la maturation de la tourbe. Du fait du gradient géothermique, plus vous allez en profondeur dans le sous-sol, plus la température augmente, donc le gradient géothermique, on passe à différentes stades successives et continues pour le lignite. Il faut évoluer jusqu'à son principe. Donc, présent dans les couches sédimentaires récents, je veux dire que le lignite est surtout présent dans les couches sédimentaires qui sont beaucoup plus récentes que les dépôts du précambrien. D'accord? Le tertiaire et le quaternaire. Donc ça, c'est relativement beaucoup plus récent que les dépôts de l'ère primaire ou bien les dépôts du précambrien. Le charbon lignite, c'est un charbon de rang inférieur du fait de sa faible maturité organique. Le lignite également présente, et du moins est relativement tendre et friable. Teneur en eau encore élevée. Parce que l'enfouissement n'est pas aussi important. Donc il y a encore une certaine teneur en eau. Teneur en carbone, on l'a déjà vu dans mon tableau, compris entre 55 et 75%, lui conférant encore un faible pouvoir calorifique parce qu'il n'y a pas encore assez de carbone là-dedans pour pouvoir être vraiment producteur d'énergie. Alors, la houille, c'est une roche également carbonée sédimentaire correspondant à une quantité spécifique de charbon, une roche intermédiaire entre lignite et l'anthracite. Et on vous donne le pourcentage en carbone dans la houille. De couleur noirâtre, elle provient de la carbonisation d'organismes végétaux et peut donc servir de combustible fossile. L'anthracite maintenant, c'est le charbon naturel de très faible teneur en matière volatile qui brûle avec une courte flamme sans fumée et dégage beaucoup de chaleur. Donc ces gisements sont assez rares, mais c'est un combustible idéal pour le chauffage domestique. Alors, il arrive dans les industries que les gens partent de la houille ou de la lignite par carbonisation.